Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 3 février. Aujourd'hui, 3 porte-paroles s'adresseront à vous. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG. Par la suite, Dr. Omobola Sobanjo, médecin conseil en santé publique. Puis, Mme Katia Chateauvert, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Mme Roy, je vous laisse dès maintenant la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, bonjour Sarah, bonjour représentant des médias. Donc, quelques messages encore cette semaine. Puis, encore cette semaine, là, pour quelques semaines consécutives, quelques décès ont été constatés de personnes qui avaient contracté la COVID, donc qui étaient hospitalisées ou qui étaient à domicile ou dans des différents milieux pour lesquels là, les décès ont été constatés. Donc, évidemment, là, je transmets toutes mes condoléances à la famille, aux proches qui sont affectés par ces décès. Évidemment, là, c'est toujours trop. Donc maintenant, quand même, une belle nouvelle relative pour notre organisation. Le pic de la 5e vague semble vraisemblablement être derrière nous, avec une diminution importante des hospitalisations. Dans les dernières semaines, on a atteint un sommet jusqu'à 44 hospitalisations simultanées dans nos hôpitaux de personnes qui étaient affectées par la COVID-19. Maintenant, en date d'aujourd'hui, donc ce matin, c'est 20 personnes admises là, dans nos différents hôpitaux qui sont affectées par la COVID, dont 2 aux soins intensifs. La stabilité, on l'espère bien pour les prochains jours, même une diminution là, de ces hospitalisations. Donc, on espère que tout va être en moins grande intensité pour les prochains jours, les prochaines semaines, mais tout ça demeure très précaire, évidemment. Différentes éclosions également ont été constatées, autant dans nos milieux hospitaliers, dans les milieux de vie CHSLD ou au sein de différents milieux de vie partenaires. Vous mentionnez que les éclosions dans nos milieux hospitaliers sont présentement sous contrôle. On a encore quand même des éclosions actives dans les CHSLD, particulièrement au CHSLD à Amos et au CHSLD à Val-d'Or, où encore là, on a une bonne activité au niveau des milieux en éclosion. Par contre, la situation dans les autres milieux est relativement stable ou sous contrôle. Plusieurs situations avec les milieux partenaires où on est en vigie, où on est en soutien avec les propriétaires, les gestionnaires ou les organismes communautaires de notre territoire. Aussi vous informer qu'on maintient notre niveau de délestage actuel, donc le maintien des activités à niveau 3, tel qu'il vous avait été présenté, donc qui prévoit que toutes les interventions, les activités qui nécessitent là, des services en situation urgente, en situation semi-urgente, également plusieurs situations où on maintient des activités électives, c'est-à-dire sur rendez-vous alors que ce n'est pas urgent, mais c'est tout aussi important. Donc, on maintient notre niveau 3 de maintien et délestage d'activité. Et je vous informe également qu'au niveau de la production chirurgicale, là, on en fait un peu plus que ce que prévoit le niveau 3. On s'assure vraiment d'optimiser chaque bloc opératoire en fonction des ressources réelles qu'on a disponibles dans chacun de nos territoires et les décisions sont prises localement de façon hebdomadaire pour s'assurer de réaliser le plus d'activités chirurgicales possible pour notre population. Situation la plus préoccupante, je vous dirais, dans le contexte actuel, c'est le nombre d'absences de travailleurs de la santé quotidiennement. Donc, depuis les derniers jours, on a vu une augmentation du nombre d'absences, donc autant des employés que des médecins, un nombre là, qui se situe entre 200 et 250 quotidiennement. Il y a toujours 30 à 40 nouvelles personnes qui sont en isolement là, à chaque jour et à peu près un nombre équivalent dont on fait la levée de l'isolement. La répartition de ces gens-là, c'est environ une centaine qui sont affectés par la COVID-19 chaque jour, donc des nouvelles personnes. Une centaine qui sont en isolement de contact domiciliaire, et c'est ce nombre-là qui a relativement beaucoup augmenté là, dans les derniers jours. Puis, on a là, entre 25, 30 jusqu'à 50 personnes qui font des dépistages chaque jour, donc qui sont absents quelques heures ou jusqu'à 1 à 2 journées, le temps de pouvoir confirmer si leur test est positif ou négatif. Donc, on espère bien que là aussi, on puisse observer une tendance à la baisse dans les prochains jours, mais c'est vraiment là, un impact important pour notre capacité à rendre des services à la clientèle. Je rappelle à tous aussi que nos installations sont sécuritaires. Les mesures prises à l'intérieur de nos installations assurent la sécurité, évidemment, des collègues, donc des employés dans le réseau de la santé dans nos installations, mais aussi et surtout pour les usagers. Et si vous avez besoin d'un service, une situation urgente qui requiert que vous présentez à l'urgence, un besoin qui nécessite que vous présentiez pour rencontrer votre médecin de famille à votre clinique,
ou tout autre rendez-vous déjà donné, à moins qu'on vous ait appelé pour annuler ce rendez-vous, on vous demande de vous présenter à votre rendez-vous et soyez assurés là, que tout est fait de façon bien sécuritaire. Quelques informations également concernant le Paxlovid. Donc, vous confirmez que oui, en Abitibi-Témiscamingue, les gens qui auront besoin de ce médicament, qui seront bien identifiés, pour lequel la validité, là, la validation, pardon, sera faite sur le besoin de pouvoir bénéficier du médicament, pourront y avoir accès, oui, ici aussi en Abitibi-Témiscamingue. Informer également la population que les personnes qui potentiellement seraient admissibles à pouvoir recevoir le médicament, donc des personnes immunosupprimées pour lesquelles également là, une liste a été acheminée aux différents professionnels et médecins pour s'assurer qu'ils puissent bien identifier les personnes qui potentiellement pourraient y avoir recours. Mais ces personnes-là vont recevoir dans les prochains jours une correspondance à domicile. Donc, les gens qui potentiellement pourraient bénéficier du médicament, si les symptômes de la COVID apparaissent, qu'ils ont un test positif et qu'ils répondent à certaines exigences, donc recevront une correspondance à domicile qui leur est acheminée et qui précise là, la trajectoire et la façon de faire à partir du moment où ils ont des symptômes qui s'apparentent à la COVID. Maintenant, un bref rappel des mesures d'assouplissement dont le Québec et dont les Témiscabitibiens pourront bénéficier dès le 7 février, tout en vous disant l'importance d'avoir des assouplissements graduels. C'est de la façon dont ils sont annoncés actuellement là, par le gouvernement en place. Donc, à compter du 7 février, j'y vais là, avec les différents volets d'assouplissement. Concernant les lieux de culte, donc à compter du 7 février, 50 de la capacité sera permise pour un maximum de 250 personnes et toujours avec un passeport vaccinal là, requis. Pour les funérailles, il y a une exception, un maximum de 50 personnes pour les cérémonies funéraires et sans passeport vaccinal là, pour permettre à toute personne de pouvoir participer à la cérémonie. Pour les événements publics, donc on pense au cinéma, aux événements de spectacle et autres activités intérieures, 50 de la capacité de la salle sera permise pour un maximum de 500 personnes, toujours avec un passeport vaccinal et sans entracte. Pour l'extérieur, c'est vraiment un maximum de 1000 personnes permises. Maintenant, pour les assouplissements qui sont déjà annoncés pour la semaine suivante, donc à compter du 14 février, journée de la Saint-Valentin, c'est des assouplissements supplémentaires pour les sports et loisirs. Donc, la reprise des activités et des cours pour l'ensemble de la population, donc jeunes et adultes, sera permise pour des groupes maximales de 25 personnes à l'intérieur, sans possibilité de faire des matchs, des compétitions, des tournois entre les équipes, mais donc de pouvoir faire les réalisations de pratiques avec des équipes stables et bien identifiées là, en équipe. Les vestiaires également à 50 de leur capacité. Également, bien entendu, l'ouverture des salles d'entraînement avec les centres de golf intérieurs, les centres d'escalade, donc les centres intérieurs là, de pratiques sportives, toujours à 50 de la capacité, avec, encore une fois, là, le port du masque en tout temps et respect de la distanciation qui est requise. Le 14 février également, les activités culturelles et artistiques vont pouvoir reprendre, donc des activités, des cours pour l'ensemble de la population pour des groupes maximum de 25 personnes. Et concernant les spas, une ouverture aussi sera possible à compter du 14 février pour une possibilité à 50 de la capacité. Je le répète, des assouplissements graduels qui vont nous permettre graduellement aussi de voir l'impact dans la population, l'impact sur la transmission et évidemment l'impact sur la nécessité de personnes qui auront besoin d'être hospitalisées, qui auront besoin de soins là, supplémentaires dans notre réseau en santé et services sociaux et particulièrement en Abitibi-Témiscamingue. On vous l'a toujours dit, on va être prêt à pouvoir accueillir ces gens-là, mais ça peut ne pas sans impact là, sur l'ensemble des autres services requis auprès de la population. Donc, toujours en grande vulnérabilité, précarité, et c'est pour ça que c'est important d'y aller de façon tout aussi graduelle. Dernier message en lien avec notre organisation de service, en fait, je rappelle également qui n'est pas attendu et on vous demande de ne pas vous présenter plus de 5 à 10 minutes avant vos rendez-vous dans nos installations ou dans les différents services, puisqu'à ce moment-là, la capacité des salles d'attente, bien évidemment, on peut la dépasser. La distanciation de 2 mètres peut être plus difficile. Donc, on vous demande de vous présenter seulement 5 à 10 minutes avant vos rendez-vous aux différents services là, auxquels vous aurez accès au sein de nos installations. Toujours respecter également le 2 mètres de distanciation. Plusieurs rappels sont faits. Les affiches sont déposées aussi et bien visibles en ce sens-là. Mais on le rappelle encore une fois, le 2 mètres de distanciation est requis et attendu.
Également, recherche d'aide de service, donc ça a été largement diffusé pour bonifier nos équipes, pour consolider nos équipes, particulièrement dans un contexte où certains de nos résidents, nos usagers ont besoin de services, qu'on a des travailleurs de la santé absents. Donc, on est toujours à la recherche d'aide de service. Ce sont des employés qui contribuent vraiment à bonifier les équipes et à apporter un soutien, donc qui ne nécessitent pas une qualification particulière au niveau de la formation, mais des gens qui souhaitent contribuer et travailler avec les personnes, donc contribuer au soutien de service. Par exemple, une personne aide de service pourrait contribuer à l'aide à l'alimentation, pourrait déplacer les gens en fauteuil roulant au sein des CHSLD, pourrait transporter des fournitures, des équipements également sur les différents étages, contribuer aussi à la désinfection de différentes surfaces là, qui est nécessaire de façon beaucoup plus régulière en contexte de pandémie. Donc, toute personne intéressée à contribuer au sein de notre réseau comme aide de service à temps partiel, à temps complet, en fonction de votre disponibilité, on vous invite à aller à Je contribue. Vous sélectionnez la région de l'Abitibi-Témiscamingue, puis on va être bien heureux de pouvoir là, prendre votre candidature, vous contacter, puis valider vos disponibilités. Donc, ce serait l'ensemble des messages là, que je souhaitais partager aujourd'hui. Je reste disponible pour la période des questions. Merci. Merci, Madame Roy. Docteur Sobanjo, je vous invite à poursuivre. Oui, bonjour, merci beaucoup, bonjour, et merci pour cette opportunité de vous partager les informations en lien avec la pandémie de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. Comme vous avez constaté, nous déplorons encore 2 nouveaux décès dans les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de décès à 36. Aussi, 85 nouveaux cas ont été confirmés par le laboratoire. Bien que nous savons que les nombres de cas déclarés par le laboratoire est une sous-estimation du nombre de cas actuels dans la communauté. Ça sert quand même comme un indicateur de la transmission de notre communauté. Donc, on voit dans nos données qu'il y a eu une diminution du nombre de cas qui sont déclarés dans le secteur de MSC de la Vallée de l'Or, alors qu'il y a quelques semaines, dans le nombre de cas qui sont actifs et qui sont suivis par la santé publique dans nos données, il y avait toujours un écart entre les données de la MSC de Vallée de l'Or et les autres MSC. Mais dans les derniers jours, on voit que c'est égal presque dans 3 MSC. Donc, on a vu une augmentation importante du nombre de cas dans la MSC d'Abitibi. Et on voit aussi que Rouyn-Noranda, dans la MSC de Rouyn-Noranda, on voit une augmentation du nombre de cas. Ce qui fait en sorte qu'avec la baisse du nombre de cas dans la MSC de Vallée de l'Or, ça commence à être plus de ces 3 MSC où on voit une transmission continue de la COVID. Toutefois, c'est important que chaque MSC continue à respecter des consignes et suivre des mesures. Nous avons encore 20 éclosions qui sont encore en cours. Plusieurs sont stables, c'est-à-dire pas de nouveaux cas ajoutés dans les derniers jours, alors qu'il y a quelques-uns pour lesquels la transmission est encore active et nous attendons la première période d'incubation afin de pouvoir savoir qu'en est-il pour le suivi. Parce qu'il faut savoir que, veut pas, dès qu'on confirme une éclosion, il y a plusieurs personnes qui vont être probablement déjà exposées avant la mise en place des mesures. Donc, c'est normal d'avoir d'autres cas qui vont s'ajouter dans les journées suivantes, mais après un moment donné, ils doivent arrêter d'avoir des nouveaux cas. C'est comme ça qu'on mesure l'efficacité des mesures qui ont été mises en place. Une autre chose que je dois mentionner, c'est qu'on voit le nombre de tests. Donc, le nombre de tests a augmenté hier. C'est presque 400 tests qui ont été admissibles et le pourcentage, le taux de positivité était 25%. Donc, 1 sur 4 de ces tests est revenu positif. Donc, ça témoigne d'une transmission encore active. Je vais prendre quelques minutes de parler de bilan de décès. Je vais débuter en donnant mes condoléances aux familles et aux proches des personnes endeuillées parce que je sais que c'est pas facile et on travaille fort pour éviter et prévenir les décès pour notre population. Donc, si vous pouvez partager le PowerPoint, s'il vous plaît.
Donc, nous avons eu beaucoup de questions. À chaque semaine, vous me posez des questions. Donc, je voulais juste mis les données en contexte. Donc, depuis le début de la pandémie, la première vague, on n'avait pas eu beaucoup de cas parce que toute la société était confinée. Donc, c'était 178 cas qu'on a eu. Et nous avons quand même connu 4 décès pour la première vague, alors qu'on avait très peu de cas. La deuxième vague, on en a eu un peu plus parce que c'était la période où le variant bêta, le variant qui provenait de l'Afrique du Sud, était présent à mon Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a quand même eu 735 cas, mais 4 décès associés à ça. La troisième vague était plus au niveau le printemps, l'été dernier. Donc, il y avait moins de cas parce que le virus circulait pas et la vaccination était plus en vigueur. Donc, on n'avait eu que 233 cas et un décès. La quatrième vague, qui était de 18 juillet jusqu'au 4 décembre, nous avons eu 391 cas et 4 décès. La période de quatrième vague était là où le variant Delta circulait et on savait que le variant Delta était associé à une sévérité un peu plus élevée, mais quand même, nous n'avons eu que 4 décès. Depuis le 5 décembre, nous avons eu au moins 4 675 cas confirmés. Je dis au moins parce qu'on savait que au moment où la transmission était plus importante, le 5 janvier, nous avons dû diminuer l'offre de tests de PCR dans nos cliniques à la population. Donc, nous savons que c'est très, très sous-estimé parce que aussi, avant de changer les critères pour avoir accès aux tests, il y avait déjà plusieurs personnes que n'ayant pas été en mesure de trouver un test dans le délai qu'ils voulaient, ils ont lâché prise, donc ils n'ont pas passé un test. Donc, on sait qu'il y a au moins peut-être 6 000 ou même plus de personnes qui ont eu la COVID depuis le 5 décembre. Et de ce nombre, malheureusement, nous avons 36 décès. Mais lorsqu'on voit ça par rapport au nombre de cas et avec les autres données, on voit que ce n'est pas nécessairement plus, le pourcentage n'est pas nécessairement plus qu'attendu. C'est juste malheureux qu'il y a plus de monde qui décède. Prochaine diapositive. Donc, et on peut voir de nos décès, comme on connaît dans le données, les hommes sont plus susceptibles d'avoir de maladies graves et donc décéder de la COVID que des femmes. Donc, c'est représentatif. Encore une fois, lorsqu'on voit la répartition selon groupe d'âge, on peut constater que c'est encore les groupes d'âge qui sont plus vulnérables et qui sont plus susceptibles, les 70 ans et plus, qui ont été plus touchés. 42% concernaient les personnes 80 ans et plus, alors que 33% étaient chez les personnes 70 ans et jusqu'à 79 ans. Les gens plus jeunes avaient très peu de décès. Prochaine diapo. Lorsqu'on le voit par répartition de la MSC, on voit que c'est la MSC des Vallées de l'Or où on compte le plus de nombre de décès, mais il faut se rappeler que lorsqu'on regarde de nos 4 675 cas qu'on a confirmés, près de 2000 ont été confirmés dans la MSC de Vallée de l'Or. Donc, ils ont connu beaucoup plus de cas et c'est pour ça qu'il y a la proportion, lorsqu'on va par pourcentage, c'est égal, c'est juste, vu qu'il y a eu plus de cas, malheureusement, il y a aussi eu plus de décès dans cette MSC. Mais toutes les MSC ont été touchées par les décès, malheureusement. Donc, ici, on voulait juste vous présenter par lieu de décès. Donc, on voit que la majorité des décès ont eu lieu au centre hospitalier, alors que 7 étaient dans le CHLD et 4 à domicile. Pour les lieux de résidence de la personne, donc là où la personne résidait avant. Donc, il y a une personne qui était hébergée dans un CHLD, mais qui était à l'hôpital le moment du décès. C'est pour ça que le chiffre diffère. Et aussi, nous avons eu 4 personnes qui étaient de résidence des RPA qui ont malheureusement décédé à l'hôpital. Et on a 2 autres personnes des RI aussi. Donc, c'est 14 personnes qui proviennent des lieux de milieux
d'hébergement collectif qui ont décédé depuis la cinquième vague de la COVID. Donc, et aussi, il n'y a pas de diapo là-dessous, mais 72% de ces décès étaient des personnes qui ont eu au moins 2 doses. Donc, 10 de 36 n'ont pas eu 2 doses au moment de leur décès. Donc, ça fait le tour de bilan pour le décès. Je vais prendre quelques minutes aussi de faire un rappel sur les directives pour l'isolement. Il y a beaucoup de questions en lien avec quelqu'un qui a fait la COVID dernièrement. Donc, on parle depuis la période des fêtes. Donc, des personnes qui ont eu la COVID à partir du 20 décembre, pourquoi 20 décembre? On mis la 20 décembre parce que c'est là où les données le laboratoire de l'SPQ confirmait que 95% des prélèvements qui ont été séquencés étaient liés au variant Omicron. Donc, c'était prédominante au Québec à ce moment-là. Nous savons que nous, déjà, fin novembre, au mois de novembre, début décembre, on avait quelques transmissions, mais on était capable d'identifier qu'il était plus lié au variant Delta à ce moment-là. Donc, les personnes qui ont eu la COVID début décembre auraient pu avoir été infectées par le Delta. Donc, ils sont encore susceptibles de faire l'infection d'Omicron. Mais à partir du 20 décembre, ceux qui ont été infectés à partir du 20 décembre, donc quelqu'un qui a eu un résultat PCR positif ou test rapide positif avec des symptômes de la COVID, la personne, depuis le 20 décembre, cette personne est considérée protégée. Donc, on peut dire que dans les prochains 60 à 70 jours, la personne est protégée et la personne ne va pas faire une autre infection d'Omicron. Parce que si c'est toujours Omicron qui circule, la personne ne va pas l'attraper 2 fois. Donc, si la personne commence à avoir d'autres symptômes, il faut chercher la cause. Si la personne fait la fièvre toutefois, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas aller à la garderie, il va devoir rester à la maison et il va pouvoir réintégrer ce milieu 24 heures après la fièvre. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas la COVID, on ne veut pas amener d'autres infections dans ce milieu-là. Donc, c'est des consignes et on va continuer à partager ces informations. Donc, quelqu'un qui vient de faire la COVID, si la personne rentre en contact avec une autre personne qui a la COVID, ils ne doivent pas s'isoler encore parce qu'ils viennent d'avoir eu une infection de la COVID. Toutefois, si quelqu'un a eu la COVID dans la maison et les autres n'ont pas eu, si dans quelques semaines, une autre personne commence à avoir la COVID, ceux qui n'ont pas eu doivent s'isoler parce qu'ils n'ont pas encore fait l'infection. L'immunité est pour la personne qui a fait la COVID. Je vais demeurer disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Je cède maintenant la parole à Mme Châteaupart qui pourra compléter l'information. Bonjour, merci Mme Charbonneau. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'entrée de jeu, je voudrais profiter de l'occasion pour faire ressortir l'adhérence de la population de l'Abitibi-Témiscamingue à la vaccination. On peut être fier de notre population qui adhère très bien, soit pour se protéger soi-même ou protéger les proches autour d'eux. Donc, je vous présenterai quand même les données là, de statistiques là, qui sont en date d'aujourd'hui. Donc, on peut voir qu'au niveau de notre première dose en Abitibi-Témiscamingue, on a atteint 90,5% de la population de 5 ans et plus, comparativement à 90,4% au Québec. Au niveau de la deuxième dose, pour la même population, on est à 84,2% et le Québec est à 84,5%. Et pour notre troisième dose, on a rejoint 53,6% et le Québec est à 46,1%. Donc, on peut être fiers, les gens répondent bien, puis ça se poursuit là, de semaine en semaine. Donc, au niveau des enfants, je veux vous partager quand même les informations pour nos 5-11 ans. On est rendu quand même à 69,4% des enfants qui sont venus chercher une première dose et 25,3% pour la deuxième dose. Encore là, on est un petit peu en haut du reste du Québec. Donc, c'est aussi une belle réussite à ce niveau-là. Malgré tout, tous les enfants et la population qui ont la maladie, on a quand même une belle réponse à la vaccination. Donc, au niveau de la vaccination pour les enfants, je vous précise qu'on poursuit encore les premières et deuxièmes doses. Bien sûr, la deuxième dose en respectant l'intervalle de 56 jours. Donc, les gens ont rendez-vous dans les sites de vaccination selon l'intervalle à respecter. Et si les gens ont fait la maladie, à ce moment-là, on doit reporter la vaccination 56 jours par la suite à 3 mois.
Aussi, vous précisez qu'on a rencontré l'ensemble des centres de services scolaires et la commission scolaire Western Québec cette semaine afin de planifier une possibilité d'une deuxième séquence d'offres de vaccination avec leur collaboration au mois de mars prochain. Je tiens à préciser que quand les gens ont fait la maladie, il est vraiment important de respecter l'intervalle entre l'infection et la prochaine dose de vaccination de 8 semaines à 3 mois. On peut même retarder jusqu'à 3 mois la prochaine dose, dans le fond, de vaccination. Et le délai débute à la journée où nous avons le diagnostic de COVID-19. Aussi, à compter de lundi prochain, nous allons mettre en place une ligne téléphonique en région où il y aura une infirmière qui sera en mesure de répondre aux gens qui ont des préoccupations, des questionnements, des craintes face à la vaccination et qui ne vont pas nécessairement sur le site parce que vous savez que sur le site de vaccination, vous pouvez rencontrer une infirmière pour répondre à vos préoccupations. Mais à compter de lundi prochain, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, du lundi au vendredi, nous aurons une ligne téléphonique que des infirmières pourront répondre à vos préoccupations. Donc, les coordonnées de la ligne téléphonique seront publicisées lundi matin pour que l'ensemble de la population puisse avoir cette information. Petite précision aussi, quand vous avez des questionnements en lien avec la vaccination ou en lien avec la COVID-19, on vous invite de contacter la ligne 1-877-644-4545 et non le 811. Le 811 n'est pas nécessairement en mesure de vous transmettre les bonnes informations en lien avec la vaccination ou la COVID-19. Donc, on vous invite de contacter cette ligne provinciale qui a été mise en place justement pour répondre à ces préoccupations-là. Un autre petit rappel aussi, on vous demande de ne pas venir en site de vaccination si vous avez des symptômes de la COVID, bien sûr. Et aussi, si vous avez été en contact avec un cas positif, nous vous demandons d'attendre 10 jours de la journée du contact avec cette personne-là avant de venir en site de vaccination. L'objectif étant de protéger le site de vaccination pour éviter qu'il y ait une transmission et aussi de ne pas vacciner une personne qui pourrait peut-être développer la maladie, puis par la suite aurait de la difficulté à comparer si les symptômes apparaissent en lien avec la maladie ou en lien avec le vaccin. Donc, ça fait le tour des informations que j'avais à vous transmettre. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions s'il y en a. Merci. Nous amorçons maintenant la période de questions avec une question de François Munger, Médiaté. Oui, donc on nous a présenté de beaux tableaux pour nous expliquer ces 49 décès, mais il manque un détail important dans ces tableaux-là. Quel est le pourcentage de ces 49 décès qui sont liés directement à la COVID et qui ne sont pas attribuables à une autre raison? Je vous remercie pour votre question. Malheureusement, on ne pourrait pas vous le dire parce que d'avoir compté comme COVID, c'est parce qu'on ne peut pas l'exclure. Donc, malheureusement, ce serait difficile pour moi de vous dire, lui, c'était vraiment des COVID, l'autre ne pas. Et il y en a que, comme vous voulez dire, directement COVID, c'est peut-être, est-ce que c'est la personne a présenté clairement une pneumonie qui est COVID? Et il y en a certaines, oui. Mais il y en a d'autres qui ont eu d'autres complications, c'est-à-dire la personne était déjà malade, la personne a détérioré. Donc, il y a même des fois des gens qui étaient déjà, il y avait peut-être une pneumonie ou un problème cardiaque, mais ça s'empirait après la diagnostic de COVID. Je ne pourrais pas exclure que la COVID a contribué. Donc, c'est difficile de distinguer entre une ou l'autre. Donc, les 49 sont tous liés à la COVID d'une manière ou l'autre. Pierre-Olivier Poulain, le citoyen. Oui, bonjour. Ma question sera pour la docteure Sabanjo ou peut-être même pour Mme Roy. Avec le nombre de cas actifs qui continue de pas connaître une descente stable et de voir le nombre de tests qui augmente et aussi le taux de positivité qui continue à s'élever, est-ce que vous craignez qu'on soit de retour avec un pic d'hospitalisation dans les prochaines semaines? Donc, merci pour votre question. Quand ça a été présenté, les projections que nous avons de l'INES indiquent que ça va diminuer. Toutefois, les projections d'INES ne tiennent pas compte des mesures qu'on est en train des allègements. Donc, si les allègements continuent et si les gens ne respectent pas comme
définie, c'est-à-dire on dit qu'on peut être double familial dans une maison ou 4 personnes. Si on allait au-delà de ça, si on commence à faire des rassemblements de 5, de 8, de 10, le contact va augmenter. Il se peut qu'on va répartir une autre vague. Donc, la prédiction de l'INSPQ, ça peut aller dans un sens ou l'autre. C'est-à-dire, soit qu'il y a un autre pic un peu moins élevé que ce qu'on vient de vivre, ou soit qu'il va se stabiliser au cours des prochaines semaines et par la suite, il va poursuivre en descente. Mais c'est nos actions et c'est le fait d'aller chercher un vaccin, c'est toutes ces actions-là, les gestes qu'on va faire dans les prochaines semaines, de manière dans lesquelles on va respecter les consignes qui sont là et la façon dont on va laisser poursuivre tranquillement les assouplissements. C'est tout ça qui va aider à prévenir un autre pic d'hospitalisation et de décès. Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Oui, bonjour. Ma question est aussi pour Dr Sobenjo, à nouveau concernant les décès. J'ai bien compris que le nombre de cas est exponentiellement plus élevé que dans les autres vagues, ce qui peut expliquer le nombre de décès. Mais est-ce qu'on est équipé pour faire face à la maladie? Est-ce qu'on est capable d'offrir les soins d'une assez grande qualité avec l'expérience qu'on a acquis depuis 2 ans pour s'assurer qu'il n'y ait pas de décès dans la région? Je vais commencer, je vais laisser Mme Roy terminer, mais je pourrais vous dire, là, c'est sûr que il y a des informations qu'on ne peut pas aller jusque-là, mais je pourrais vous dire, les décès ne sont pas nécessairement parce que les gens n'ont pas eu de traitement nécessaire. Il y a des facteurs sous-jacents, il y a des raisons sous-jacentes. Il y a aussi le fait que, comme je vous ai présenté, il y a de l'âge. Donc, il y a des personnes qui rendent à leur âge. Là, il y a des types de choses qui, aux autres même, ils disent, je ne veux pas. Donc, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'on a des décès. La seule manière de prévenir ces décès, c'est de ne pas laisser ces personnes-là deviennent infectées. Donc, c'est en prévention. Mais rendu là, lorsque la personne est déjà infectée, c'est pas nécessairement le manque de traitement ou le manque de manière de traiter qui fait en sorte que ces personnes décèdent. Il y a certaines personnes, oui, qui c'était leur complication parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, donc ils étaient hospitalisés pour maladies sévères. Et il y a beaucoup, parce que vous avez vu notre hospitalisation, là, il y a beaucoup qui retournent à la maison. Donc, il y a certains qui, malheureusement, décèdent, mais il y a beaucoup plus qui ne décèdent pas. Mais je vais laisser Mme Roy compléter pour le traitement et les expertises acquises. Oui, merci, Dr Sobenjo. Puis, en fait, simplement un complément. Actuellement, les ressources disponibles nous permettent d'assurer la qualité, puis toute l'offre de services et de soins que les gens ont besoin lorsqu'ils sont dans nos installations, que ce soit pour la COVID ou pour toute autre raison. Aussi, vous mentionnez que le partage de données, le partage de connaissances, le partage des pratiques en lien avec la connaissance qu'on a présentement du virus, de la maladie, de ses complications et des différentes interventions possibles. Tout ça se fait au sein des équipes médicales là, à travers tout le Québec en bénéficiant de toutes les études et des travaux qui sont faits au sein du Québec même là, dans les différentes interventions. Également, évidemment, quand une personne a besoin de soins plus intensifs ou différents à ce qu'on peut lui offrir en région, et ça, c'est vrai pour toute maladie ou toute situation de santé, les transferts sont toujours possibles pour s'assurer que les personnes en Abitibi-Témiscamingue puissent bénéficier des soins requis et ça peut parfois être dans des soins intensifs tertiaires, donc qui sont disponibles dans les plus grands centres urbains. Puis les transferts à ce moment-là sont organisés et la personne peut en bénéficier. Puis évidemment, ce qui va nous aider, c'est les nouveaux traitements. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du Paxlovid. On entend émerger là, différents traitements qui peuvent aider aussi à réduire les impacts, à réduire les hospitalisations, à diminuer les complications. Donc là, également, ça va aider. Mais je réitère vraiment, la meilleure façon de pouvoir se protéger, c'est d'éviter les infections pour les personnes les plus vulnérables, de se vacciner, puis de respecter l'ensemble des mesures là, pour s'assurer que les gens les plus vulnérables qui pourraient être plus sujets à faire des complications à la maladie ne soient pas en contact avec le virus ou qu'ils soient vaccinés puis qu'ils ne développent pas là, ces complications. Monsieur Munger. Oui, je vais revenir sur ma question de tantôt parce que je trouve que la réponse n'a pas été assez claire à mon goût. Écoutez, on sait qu'au Québec, on ne compte pas les décès de la même façon que certaines provinces, certains pays. Je vais reposer ma question d'une autre façon. Combien ou quel pourcentage des 49 décès depuis le début de la COVID étaient déjà dans une condition grave au moment
de contracter la COVID ou en fin de vie? Bon, merci pour votre question. Je n'ai pas le chiffre exact pour vous dire combien étaient déjà en fin de vie. Et malheureusement, moi, en santé publique, ce n'est pas le donné que je collige, c'est le donné que est transmis, c'est la déclaration de décès. Donc, je n'ai pas cette donnée actuellement. Mais aussi, je dois vous dire que ça va être difficile parce que, encore une fois, mettons s'il y a quelqu'un qui a 99 ans, cette personne est en bonne santé, mais la personne attrape la COVID et le lendemain, la personne ne se réveille pas. Est-ce que la personne était en fin de vie? Est-ce que c'est la COVID? Comment on va expliquer ça? Est-ce que, selon vous, je le mets dans quelle catégorie? Il n'y a jamais un moyen qu'on va le classer qui va satisfaire tout le monde. Oui, pardon, je n'avais pas entendu. Oui, je voulais parler de transmission communautaire parce qu'on voit que les hospitalisations baissent, mais en même temps, le nombre de personnes en isolement dans le milieu de la santé augmente, le taux de positivité demeure assez élevé, il y a des cas dans les écoles, dans les CPE. Vous qualifieriez comment la transmission communautaire en ce moment, selon les indices que vous avez, puisqu'on ne fait plus de tests PCR là, à tout le monde? Merci beaucoup pour votre question. Donc, on pense qu'on est dans une période où on est en train de trouver un équilibre, c'est-à-dire la transmission a diminué, mais c'est comme on est rendu en plateau. Donc, ça ne diminue pas, mais on peut comprendre parce que la diminution rapide qu'on a remarquée les dernières semaines était plus en lien avec les mesures qui ont été en place après le fait. Donc, ça prend toujours au moins 2 semaines. Donc, à partir de mi-janvier, l'impact de ces mesures ont commencé à se faire sentir jusqu'au fin janvier. Mais de la même manière, on a commencé à faire des assouplissements. Donc, les impacts, donc les élèves ont retourné à l'école le 17 janvier. Donc, on est rendu à 2 semaines plus tard maintenant, on commence à voir l'impact de leur retour au milieu scolaire. On espère qu'avec le nombre de personnes qui ont reçu leur dose de rappel, avec le nombre de transmissions qu'on a eu dernièrement, on espère que tranquillement, au cours des prochaines 2 semaines, on va arriver en place, qu'on va pouvoir savoir la tendance qui va suivre pour la transmission. Mais actuellement, on est encore dans une période de stabilisation et on n'est pas encore complètement sorti du bois. Monsieur Muncher? Oui, vous le dites, on n'est pas encore sorti du bois. Il y a le docteur Boileau qui disait si on atteint les taux de vaccination aussi élevés que la deuxième dose, première dose, on va pouvoir enlever ça, ces règles-là et l'ensemble de tout ça. Moi, j'aimerais ça savoir en ce moment quel est le portrait. Bon, on sait que les gens qui ont fait la COVID ne peuvent pas aller chercher tout de suite leur troisième dose. Est-ce qu'on sait le pourcentage que ça représente, ça, de gens à vacciner qui ont fait la COVID dans les dernières semaines? Merci beaucoup pour votre question. Ça va être difficile à savoir parce que, comme vous le savez, comme moi, on ne sait pas toutes les personnes qui ont fait la COVID. Et il y a plusieurs personnes qui ont eu un test rapide positif, mais il y en a d'autres qui ont eu des symptômes et s'apparentaient à la COVID. Mais on sait qu'il y a des personnes qui ont des symptômes lorsqu'on faisait des tests. Et même maintenant, quand on fait des tests, on a testé près de 400 personnes hier pour la majorité à cause du fait qu'ils étaient symptomatiques, mais c'est 11 sur 4 qui sont positifs. Donc, on sait qu'il y a d'autres virus aussi. Donc, ça va être difficile à savoir exactement, est-ce que c'est toutes les personnes qui ont eu des symptômes qui ont fait la COVID? Est-ce que c'est toutes ces personnes-là qui ne doivent pas avoir leur troisième dose? C'est difficile. Et il n'y a personne qui va pouvoir vous dire combien exactement de personnes restent à être vaccinées. Mais la façon dont on va savoir, c'est parce que si ces personnes ont vraiment fait la COVID, et c'est pour ça la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin d'aller chercher une troisième dose. Ces personnes-là, s'ils sont protégés, ça veut dire que la transmission va arrêter à un moment donné parce qu'il va rester personne qui est susceptible de faire la maladie. Mais si on voit que la transmission se poursuit, c'est parce que les personnes qui doivent aller chercher leur troisième dose n'ont pas été et on ne va pas encore sortir du bois complètement. On est en train de sortir, mais c'est là où on doit mettre l'emphase pour sortir complètement. Et d'ailleurs, on dit que la personne qui a fait la maladie est protégée et la personne doit attendre avant d'avoir son troisième dose parce qu'il est protégé. Mais quelqu'un qui n'est pas certain,
s'il va aller chercher sa troisième dose, ça ne va pas lui faire mal, c'est sécuritaire. C'est juste, oui, si la personne est déjà protégée, ça ne sert à rien de plus. Et si la personne est déjà protégée, il se peut qu'il va juste avoir des effets de douleur et des choses les jours suivants, mais il n'y a pas de danger pour la santé de quelqu'un qui n'est pas certain, qui dit, moi, je ne sais pas, je pense peut-être c'est ça, mais je ne suis pas certain. Allez chercher la troisième dose si vous êtes dans cette catégorie. Madame Luneau? Oui, je voulais revenir sur les éclosions en CHSLD. Vous avez dit un mot, là, entre autres, sur le CHSLD d'Amos. Comment on explique des taux de contagion aussi élevés que ça, alors qu'il y avait quand même des mesures assez importantes de limitation des visiteurs? Est-ce que les employés se sont promenés d'un secteur à l'autre? Est-ce qu'il y a eu du laxisme à certains endroits pour expliquer qu'il y ait autant de cas? Je vous remercie pour votre question. Premièrement, c'est expliqué par le fait qu'on a un virus beaucoup plus transmissible qu'on a eu depuis le début. Donc, toutes les variantes, toutes les souches qu'on a eues depuis jusqu'à maintenant, l'Omicron est beaucoup plus contagieux que les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis des mesures que maintenant, les gens portent les N95 parce qu'on constate qu'il y a plus de transmission par aérosol, entre autres. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième élément, c'est que lorsqu'on est en CHSLD, c'est comme un milieu de vie. Donc, malgré le fait qu'on dit pas de visite, on laisse les gens côtoyer. Donc, c'est comme des boules. On les laisse manger ensemble parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, si quelqu'un, et ils ne portent pas de masque en tout temps, comme nous, à notre maison, on ne porte pas de masque en tout temps, les résidents, je parle. Donc, si quelqu'un a reçu une visite d'une personne de proche aidant, aussi, la personne est exposée d'une manière ou l'autre à un cas et la personne l'attrape, étant donné que les autres, c'est comme des contacts domiciliaires. C'est normal qu'il va y avoir une transmission. Et encore une fois, la transmission s'est faite la plupart du temps avant la mise en place des mesures. Par la suite, lorsqu'on dépiste, on trouve déjà qu'il y a des personnes qui ont déjà été infectées. Le nombre des cas que nous avons associés à nos éclosions et par ailleurs, je prévois vous les présenter, le nombre de cas liés aux éclosions dans ces milieux-là pour vous donner un topo, bien évidemment. Mais c'est ça qu'on constate que la majorité ne sont pas nécessairement symptomatiques. C'est nous qui le trouvons parce qu'on les cherche. Mais la transmission a eu lieu lorsqu'ils étaient en bulle ensemble. Par la suite, on les isole. Mais il faut faire attention parce qu'on ne peut pas les isoler trop longtemps. Premièrement, on ne veut pas qu'ils se décompensent. Encore une fois, quelqu'un qui n'est pas symptomatique de la maladie, on ne veut pas lui faire plus mal en l'isolant trop longtemps. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre. Deuxième élément, c'est des fois dans certaines unités, c'est plus problématique de maintenir l'isolement ou de garder les gens dans leur chambre, soit à cause de leur santé ou des troubles cognitifs qu'ils pourraient avoir. Donc, il y a différentes raisons qui font en sorte que la gestion d'une éclosion dans un CHSLD est un peu plus difficile, mais on arrive à le faire. Je pourrais vous confirmer que il y a d'améliorations. On a eu d'autres éclosions là, qui sont terminées. Et on a 2 encore qui sont en cours, mais on voit une belle évolution. Oui, puis je vais me permettre simplement de compléter, là, je vous confirme qu'il n'y a pas de mobilité entre les différentes clientèles, là. Parfois, des clientèles avec une même vulnérabilité dans un même contexte, on va permettre la mobilité du personnel, mais de dédier des équipes à des unités, à des clientèles particulières, c'est toujours la règle qui est maintenue au sein de l'organisation et ce, depuis maintenant près de 2 ans. Les différentes mesures en prévention, contrôle des infections sont également bien suivies, autant dans les unités en CHSLD que dans nos autres installations ou autres services, avec là, des suivis constants et des rappels des vigies qui sont faits au niveau de la prévention des infections par les conseillères et les personnes qui en sont responsables. Et donc, il faut simplement se rappeler que c'est un milieu de vie avec des personnes pour lesquelles la capacité peut être limitée pour suivre les différentes mesures ou les problèmes cognitifs ou autres difficultés là, qui fait en sorte que les gens vont se transmettre davantage le virus. Mais nos installations s'assurent de mettre tout en place en tenant compte qu'il s'agit d'un milieu de vie, puis en tenant compte qu'on veut éviter le déconditionnement de ces personnes-là. Mais la grande transmissibilité du virus actuel là, fait en sorte que c'est les constats qu'on a actuellement. Merci, M. Munger. Je vous laisse compléter la période de questions. Oui, je vais y aller avec la dernière. On va se permettre de regarder vers l'avenir puisqu'on nous répond souvent, c'est difficile à savoir, on ne sait pas trop.
J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des prévisions qui sont faites à court, moyen, long terme qui mènent vers une sortie de pandémie? Si oui, ça a l'air de quoi? Je sais que vous n'aimez pas la réponse, mais la prévision, c'est qu'on pense que si on est capable d'avoir une immunité assez élevée, donc si on est capable d'avoir autant de personnes vaccinées avec une dose de rappel que nous avons pour notre première dose et la deuxième dose, ça va aider de sorte que même s'il y a parce que le virus va toujours rester, parce qu'il y a des réservoirs humains, animaux, donc tout. Donc, mais la capacité de ce virus de nous faire mal, de sorte qu'il va causer des maladies sévères va être beaucoup moindre. L'enjeu que nous avons, la difficulté que nous avons et la raison pour laquelle personne pour le confirmer, c'est parce qu'on ne le sait pas jusqu'à qu'est-ce qui peut arriver? Y a-t-il un nouveau variant qui ne va pas être comme l'Omicron, mais qui va être plus sévère? C'est la seule chose que personne ne sait pour l'instant. Mais chose certaine, c'est si on est capable d'avoir une immunité assez élevée, c'est comme on voit pour les autres coronavirus qu'on a déjà eu, que ça arrive à un moment donné que presque toute la population a une immunité, donc nos corps le reconnaissent. Donc, le virus devient moins nuisible à nous, c'est-à-dire on va être symptomatique, mais pas sévèrement malade. Mais pour l'instant, personne ne le sait pas parce qu'on n'a pas vu venir l'Omicron. Donc, personne vous osez dire des choses parce que l'Omicron a sorti sans qu'on l'avait pensé qu'il va arriver là. Donc, ça nous indique que peu importe ce qu'on prévoit, on peut toujours avoir des surprises. Mais on garde l'espoir quand même et on met tout à notre côté pour sortir de la pandémie. Ça complète la période de questions. Alors, merci énormément à nos porte-paroles, aux représentants des médias, à la population qui est au rendez-vous. Sur ce, je vous invite de nouveau à vous joindre à nous jeudi prochain à 15h pour le prochain point de presse et je vous souhaite une bonne journée à tous.